Quand on pense journaliste mode, on imagine souvent un univers superficiel, exubérant, voire même futile. Bénédicte Burguet, elle casse tous ces clichés. Exigeante, affûtée, elle dit les choses franchement, que ce soit sur le travail, la maternité, l'alimentation ou même l'éducation des enfants. Dans cet épisode, j'ai donc voulu comprendre comment cette ancienne étudiante en droit, qui selon ses propres mots a acheté la paix sociale à ses parents en visant le barreau, a finalement bifurqué pour suivre son rêve de toujours, écrire sur la mode. Elle a signé pour Vanity Fair, pour Le Figaro et bien d'autres médias, mais surtout, elle incarne une forme de lucidité rare dans ce milieu. Dans cet épisode, on a parlé concrètement de comment s'organiser quand on jongle avec 1000 projets, de routines beauté qui ne prennent pas 1000 ans à mettre en place, de l'importance de l'hydratation au quotidien, de comment elle utilise la visualisation pour faire avancer à grands pas ses projets et de pourquoi elle a choisi de ne plus jamais se maquiller, plutôt étonnant pour une journaliste mode beauté. On a aussi discuté de ce que signifie être journaliste aujourd'hui, loin des fantasmes et de l'avenir de la presse féminine qu'elle observe avec exigence et sans complaisance. Bref, si vous aimez les femmes qui vont droit au but, qui pensent avec élégance mais sans langue de bois, cet épisode est fait pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire maintenant. Je vous remercie 1000 fois pour votre soutien et le fait de s'abonner, que ce soit sur le podcast, sur YouTube, est vraiment le meilleur moyen de soutenir tout mon travail, tout ce temps que je passe à réaliser des interviews avec des personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Bénédicte Burguet. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline 2025. Bénédicte, enchantée d'être avec toi aujourd'hui. J'attendais cet épisode depuis un moment pour tout te dire. Je suis vraiment contente et je te remercie d'accepter parce que je sais que tu fais peu d'interviews en podcast. Donc merci de prendre le temps d'être avec moi aujourd'hui. Merci Pauline de me recevoir et c'est un honneur pour moi de passer sur ton podcast que j'écoute depuis de nombreuses années. Tu sais Bénédicte, en réfléchissant aux questions que je voulais te poser, il y a quelque chose qui est venu un peu comme une évidence. Je trouve que tu as un sens du goût, de l'esthétique, un attrait pour la mode qui est très prononcé. Et ce que je trouve très intéressant chez toi, c'est que ça n'est pas superficiel. Et donc j'avais envie de commencer le podcast par ça, c'est-à-dire avoir ta vision de la mode, de la beauté, du fait de prendre soin de son apparence comme quelque chose d'éminemment non superficiel. Pour te dire une petite anecdote, c'est quelque chose pendant longtemps que j'ai pas compris, alors que j'ai quand même créé une marque de joaillerie, et tu as été l'une de mes inspirations, c'est-à-dire que j'ai réalisé en te suivant, en apprenant à te connaître, j'estime maintenant qu'on est amis, en fait que effectivement la mode, le fait de prendre soin de son apparence physique n'est pas quelque chose de sale, bien au contraire, c'est quelque chose de très important et donc j'ai très envie de comprendre peut-être ton cheminement pour y arriver et puis également quel est ton point de vue sur ce sujet. Alors mon cheminement en fait remonte à l'enfance, je pense que c'est dû en grande partie à ma mère qui m'a appris que la présentation au monde était quelque chose de fondamental, non seulement un respect pour soi, mais un respect pour les autres. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai jamais considéré le vêtement, l'habillement, comme une démarche superficielle, une coquetterie, mais plutôt comme un rapport au monde. Et ça a forgé énormément de choses dans ma vie d'adulte. J'ai grandi à Paris, donc
entourée de belles choses, entourée de mode, entourée d'art. Et ces deux données se sont rencontrées à ma vingtaine lorsque j'ai décidé du métier que j'allais exercer. Et pour moi, le journalisme de mode alliait le fond, c'est-à-dire l'écriture, ce côté très cérébral dans lequel j'ai aussi évolué dans ma famille, et puis la forme, la mode, le beau, les beaux vêtements, les créateurs, et ça, pour moi, c'est vraiment les deux piliers de cette philosophie que j'ai. Par ailleurs, j'ai eu une mentor au tout début de ma carrière de journaliste qui m'a expliqué qu'il était très important de parler des choses légères avec beaucoup de profondeur. Et ça, je l'ai conservé. Donc, effectivement, je ne considère pas, non seulement par mon métier, mais aussi par mon éducation, que le vêtement, la beauté, soit une affaire de femmes ou d'hommes superficiels. Par ailleurs, c'est une industrie qui pèse plusieurs milliards, et donc les gens qui y travaillent le font avec beaucoup de sérieux. Et pour ce qui est de la beauté, le corps est quand même le véhicule de nos vies, et si le corps lâche, tout lâche. Comme moi, j'ai un côté un peu hyperactif, que j'aime faire plein de choses, il était très important que ma santé, mon bien-être soit toujours soigné et optimum, de façon à pouvoir me permettre de mener à bien tous mes projets, mes voyages, mais aussi réfléchir vite. Parce que être fatigué ou être en mauvaise santé, d'un point de vue intellectuel, c'est un frein. Et pour moi, c'était inenvisageable que physiquement et intellectuellement, mon corps me freine. Et je trouve ça très intéressant parce que quand on travaille beaucoup, et notamment qu'on est intéressé par le business ou par des sujets plus conceptuels, intellectuels, c'est vrai qu'on peut parfois mettre en opposition l'apparence, le fait de prendre soin de soi, en se disant plus je travaillerai, plus je vais réussir. Et d'une certaine manière, souvent, tu vois, le fil qu'on tisse, c'est « et donc, moins je prendrai de temps pour moi, et plus je réussirai ». Et pour tout te dire, moi, c'est, je pense, une réflexion que je me suis faite pendant longtemps. J'avais cette croyance, qui maintenant, je le sais, est fausse, mais que l'équation était succès égale ne pas prendre soin de soi, littéralement. Et donc, c'est pour ça que j'ai été heureuse en réalité et soulagée quand j'ai découvert tous les contenus que tu crées, parce que j'ai vu effectivement que ce n'était pas ça. Et c'est un message d'ailleurs que j'ai envie de faire passer à des hommes et à des femmes qui nous écoutent, que non, en fait, prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa monture dans le temps. Et je pense que t'en es un très bon exemple, et d'autant plus que c'est aussi un moyen, comme tu le dis, d'avoir un rapport au monde qui est plus qui est plus vertueux, en fait, tout simplement parce que on va essayer de considérer, de respecter le monde environnant. Donc pour des personnes qui nous écoutent, qui peut-être n'auraient pas eu la même enfance que toi, et qui, elles, se sentiraient complexées, se sentiraient gênées, coupables, je pense qu'il y a beaucoup de sentiments de culpabilité aussi à l'idée de prendre ce temps, parce que c'est du temps. Est-ce que tu aurais des conseils, peut-être des petites choses faciles à faire dans le quotidien pour se réapproprier, on va dire, le fait de s'habiller avec un peu de goût, de prendre un peu ce temps, de prendre un peu de temps pour soi? Alors, déjà, moi, ce qui est très important pour moi, c'est d'expliquer que le fait de bien s'habiller ou de bien se présenter au monde n'est pas une histoire d'argent. Ça, c'est fondamental. Ça vient aussi de mon enfance. J'ai une mère qui s'est élevée grâce à l'école, mais qui initialement vient d'un milieu pauvre, pour ne pas dire très pauvre. Et il a toujours été très important dans ma famille de bien se présenter au monde. Et ça n'était pas une histoire de coût, puisque de toute façon, de l'argent, il n'y en avait pas. Donc, un bon pull noir, un joli jean, une chemise blanche, aujourd'hui, on peut en trouver à des prix très abordables. Donc, ça n'est pas une histoire d'argent. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que souvent, on associe le fait de bien s'habiller à un pouvoir d'achat. Et pour moi, ça n'est pas une équation absolue. Pour ce qui est de du bien-être, j'ai quelques petits tips qui se prennent pas beaucoup de temps, mais qui sont très importants à mon sens. Je veux du concret. Alors, trop bien. On oublie très souvent de respirer. Et la respiration, c'est quelque chose de très important. Ça oxygène les tissus, ça oxygène la peau, ça oxygène le cerveau. Donc ça permet de se recentrer, ça permet d'avoir une attention plus portée à soi. Donc 5 minutes de cohérence cardiaque, et on trouve des vidéos sur YouTube de cohérence cardiaque dans toutes les langues et selon tous les formats, donc de 2 minutes à 10 minutes à même plus. Et ça, je pense que s'accorder ce temps-là de cohérence cardiaque, soit le matin, soit le soir, soit quand on sent qu'on a la pression qui monte, c'est très important.
Ça, par exemple, c'est quelque chose que tu fais toi-même quotidiennement, régulièrement? Ouais, c'est quelque chose que je fais moi, plutôt le soir. Okay. Oui, ça doit être un bon moyen de s'endormir. C'est un très bon moyen de s'endormir, et c'est aussi une manière pour moi de déconnecter avec la journée. Parce que quand on est en flux tendu de 8h du matin à 20h ou 21h, ce que je dis couper les fils, c'est parfois difficile. Et pour débrancher la machine, moi je fais cette cohérence cardiaque. J'ai des amies qui le font dans la journée quand elles sentent que elles ont besoin d'avoir voilà, un petit sas de tranquillité pour ensuite repartir et être plus concentrées. Mais la cohérence cardiaque pour moi c'est très important. Ensuite, boire de l'eau. Alors boire ça, j'ai toujours été fascinée, je me permets d'attendre. Tu bois 2 litres d'eau par jour? Je bois 2 litres d'eau par jour. C'est impressionnant. Alors, ça n'est pas si impressionnant que ça quand on réussit à avoir de bons outils. Moi, j'ai des gourdes de 25 centilitres. 25 centilitres, quand on voit les petites bouteilles d'eau d'Evian, ça se boit très vite. D'ailleurs, quand on en achète une dans le train, en général, elle est finie en 20 minutes. Et 2 litres d'eau par jour, bah, c'est 8 petites bouteilles, une le matin, 2 dans la matinée, une au déjeuner, enfin ça se lisse très facilement sur la journée. Et l'eau, c'est pareil, une très bonne habitude à avoir pour détoxifier ses cellules, pour ne pas avoir mal à la tête. C'est un anti-fatigue. Ça aide le corps et l'esprit à mieux fonctionner. Le sommeil est évidemment une clé. Je sais qu'il y a une prime au manque de sommeil quand on est un workaholic. Ça aussi, on se dit cette croyance, cette fausse croyance que plus on est performant, moins on dort. Un peu comme Napoléon qui faisait des micro-siestes 5 fois par jour. Ben en fait non. On fonctionne bien quand on a un bon temps de repos. Et je crois d'ailleurs que maintenant le discours change. On commence à observer que le lifestyle des gens performants se rapproche du lifestyle des sportifs de haut niveau. Complètement. Et un sportif de haut niveau, s'il ne dort pas, s'il ne boit pas d'eau, et si il n'a pas un corps qui soutient sa performance, bah il peut pas gagner. Et j'ai l'impression que maintenant le mindset est en train de changer. Je me rappelle, j'avais interviewé sur le podcast Cédric Doumbé, tu sais, qui a été plusieurs fois champion du monde de kickboxing. Il a aussi fait de la MMA, etc. Et qui me disait qu'il faisait des siestes. Alors c'est vrai, quand tu vois quelqu'un qui est un ultra performeur comme ça, en plus avec une personnalité incroyable, tu dirais jamais il fait des siestes. Bah en fait, je pense que les grands sportifs font énormément de siestes parce que c'est littéralement de la récupération. Et quand on pense à quel point dans une journée on travaille aujourd'hui de 8h, comme tu disais, à 20h, 21h, en réalité, alors malheureusement on n'a souvent pas le temps de faire une sieste, mais ça serait peut-être pas plus mal parce que ça permet de se remettre en fait dans l'instant présent et puis surtout de récupérer littéralement pour avoir un niveau d'énergie supérieur. Et c'est là où la cohérence cardiaque est un outil intéressant, c'est qu'elle permet de se recentrer. Alors la récupération n'est pas aussi optimum que lorsqu'on fait une sieste, mais les vertus malgré tout sur la concentration, sur l'énergie sont prouvées. Donc ces petits temps de cohérence cardiaque sont très vertueux pour tenir justement sur la durée. Et effectivement, qui veut voyager loin ménage sa monture, tu parlais de monture, si on veut être performant dans son travail, si on veut faire beaucoup de choses, si on veut avoir un esprit qui fonctionne bien, eh bien on est obligé de se faire accompagner parfois par des coachs pour le sport, des naturopathes, mais aussi s'octroyer ce temps de pause, de sommeil, pour repartir le lendemain. Et moi je ne crois vraiment pas à la performance longue durée sans sommeil, sans bonne alimentation, sans nutriments. Enfin c'est absolument impossible. Alors, alimentation aussi, c'est un vaste sujet, et je sais que tu y es très sensible parce que c'est littéralement ce qu'on met dans notre corps, et donc c'est notre source d'énergie principale avec le sommeil. Là aussi, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner? C'est toujours un sujet très polémique, l'alimentation, chacun, évidemment, est différent, mais il me semble quand même que c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup réfléchi, et qui, notamment là, au sortir de ta grossesse, quand même, quand je vois à quel point tu as récupéré rapidement, une bonne alimentation, littéralement, est un outil de performance. Exactement. Bah, c'est l'essence d'une voiture. L'alimentation, effectivement, c'est un sujet très clivant parce que personne n'est d'accord sur les nutriments, ce qu'il faut manger quand. Moi, je remets le bon sens au centre du débat, en fait. Qu'est-ce qui fonctionne et de quoi notre corps a-t-il véritablement besoin? Chaque individu est différent, chaque individu a ses petites intolérances, ses préférences. Donc évidemment, il n'y a pas une roadmap qui fonctionne à plaquer, qui fonctionne pour tout le monde. Mais globalement, manger beaucoup de fruits et de légumes, c'est une base. Les protéines maigres,
c'est une base. Éviter au maximum, voire éradiquer le sucre raffiné, ça fait partie du bon sens. Dès lors qu'on met ces grands piliers en place, globalement, on a fait les 3/4 du chemin. Moi, la seule chose que je conseille vraiment et sur laquelle je suis archi radicale pour moi, c'est le sucre raffiné. Je pense que c'est l'une des substances qui est les plus énergivores pour notre corps, qui d'ailleurs fait un sugar crush et crash ensuite. Ça empêche de bien se concentrer. Quand on voit les enfants à un anniversaire bourré de bonbons, on se rend compte que le niveau d'hyperactivité est maximum. Donc transposé sur un corps d'adulte, c'est exactement la même chose. Donc voilà, le seul tips que je peux donner vraiment, c'est d'éviter le sucre raffiné au maximum. Ça veut pas dire les glucides, parce que les gens font un raccourci entre le sucre et les glucides. Les glucides d'une banane, d'un pain complet, ne sont pas les mêmes que les glucides de bonbons bourrés de fructose et de sirop de maïs. C'est pas du tout la même chose. Donc bien différencier glucides et sucre raffiné. Quel est ton point de vue sur tout ce qui est alimentation transformée en plus des sucres raffinés? Ça peut être, tu vois, je sais pas, même on a pu quand même voir des choses assez absurdes, des fausses viandes. Alors je vais ne pas me faire que des amis en disant ça, mais pour moi c'est vrai que c'est assez sacrilège dans le sens où pour ne pas manger de protéines animales, on va manger des choses qui sont en fait entièrement transformées. Et c'est vrai que personnellement, moi je suis plutôt j'imagine un peu comme toi, j'aime bien avoir des choses naturelles, des produits naturels. Je suis d'accord. Alors après, c'est une histoire de croyance, c'est-à-dire que des gens qui ont décidé d'être végétariens vont plus naturellement se diriger vers des substituts de viande par éthique ou par conviction. Moi, ça n'est pas mon cas. Je préfère, comme toi, une bonne viande élevée en France avec respect de l'animal et quelque chose de naturel, plutôt que un faux steak haché archi-industriel. Mais et je pense aussi que c'est beaucoup plus assimilable par l'organisme. Un bon steak est beaucoup plus assimilable par l'organisme que un substitut de viande. Donc je suis d'accord. Pour préciser mon propos, je n'ai rien contre la croyance de ne pas manger de viande, au contraire. En revanche, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de marketeurs qui se sont emparés de ce sujet en disant c'est meilleur pour la santé et donc manger ce produit transformé. Et ça, j'ai envie de dire non. En tout cas, moi, ma naturopathe qui est pareil, très sensible au bon sens, me dit il vaut mieux une bonne viande bien élevée plutôt que un substitut de viande qui va être moins bon pour l'organisme. Après, en fonction des croyances de chacun et des convictions, on arbitre. Bien sûr. Parlons un peu organisation personnelle, quelque chose de très fort chez toi, je crois. En regardant tout ce que tu fais à chaque fois, il y a toujours une formule qui me vient à l'esprit, qui est ce que j'appelle une hyperactivité maîtrisée. Pourquoi ? Parce que je vois cette espèce de, ce qui peut sembler paradoxal, entre beaucoup d'activités, énormément d'énergie, tu te lèves très tôt, etc. Et en même temps, on sent quand même une forme de maîtrise, une forme de contrôle, et puis aussi justement une volonté de prendre soin de toi. Donc finalement, c'est pas que tu pars dans tous les sens. Donc ça aussi, j'avais envie d'en parler. Tu allies beaucoup de passion, beaucoup de casquettes. Comment est-ce que tu arrives à t'organiser ? Est-ce que peut-être concrètement, tu pourrais nous parler d'une de tes journées ? Tu vois, à quoi ressemble une journée de Bénédicte ? Écoute, oui. Je me suis rendu compte au fil du temps que l'un de mes traits de caractère, c'était que je travaillais très vite. Donc la rapidité d'exécution est quelque chose qui me sert. Ensuite, j'apprends à déléguer. Enfin, j'ai appris à déléguer. Parce que c'est fondamental pour soutenir cette hyperactivité maîtrisée. Si je n'avais pas une super nounou pour mes enfants, un mari qui prend sa part, et je ne dis pas un mari qui m'aide, parce que aider, ça veut dire que je suis plus en charge que lui. Ouais. Or, je pars du principe que 50% de l'ADN, 50% de la charge. Donc j'ai un... Non mais voilà. Ça peut être une bonne baseline. Voilà. 50% de l'ADN, 50% de la charge. Exactement. Et donc il prend sa part, et tout cet écosystème que je mets en place autour de moi me permet de me déployer sur d'autres sujets. Je suis par ailleurs très présente à la maison et très présente pour mes enfants, parce que c'est hyper important. Je pars du principe que quand on fait des enfants, en tout cas moi, c'est pour être avec eux, pas
100% du temps avec eux, mais quand même régulièrement ouais. avec eux. Donc j'ai ces deux assets, travailler vite, déléguer, qui me permettent de maîtriser mon hyperactivité. Si j'étais plus lente à la tâche, et si, comme on dit, j'abattais moins rapidement ma to-do list, je pense que j'aurais plus de difficultés à prendre ce temps-là pour moi. Mais effectivement, je me suis habituée à travailler très vite, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, en fait. Ma mère m'a très rapidement, pendant mes études, dit il faut que tu travailles en plus de tes études. Donc il fallait que je jongle entre mon job, mes partiels, et ça m'a forcée à morceler mon temps, à rationaliser ma journée au maximum, et j'ai gardé ça. Et alors concrètement, ça ressemble à quoi aujourd'hui une journée ? Alors là, je viens d'avoir un enfant, donc c'est un peu moins structuré qu'avant, mais globalement, je me lève assez tôt, parce que je me couche très tôt. Donc à 5h30, 6h, je suis debout. Là, en ce moment, je suis plus levée vers 7h. J'ai une nounou la nuit qui me permet de faire de bonnes nuits, donc j'ai besoin de récupérer, donc je suis plutôt vers 7h. Mais quand je me lève tôt et que tout le monde dort encore, ça me permet d'avoir 1h30 pour structurer ma journée, revoir ma to-do list, faire les emails urgents que je programme pour qu'ils soient envoyés à 9h, laisser toutes les listes de tâches à mon mari, ma nounou, enfin staffer un peu tout le monde pour que chacun puisse gérer ce qu'il a à faire pour la maison. Ensuite, ma fille se lève, là c'est préparation pour l'école, et à partir de 8h30, 9h, j'entame véritablement ma journée de travail, avec des rendez-vous, avec la rédaction d'articles, avec la création de contenu, jusqu'à, je dirais, 18h, 18h30. À partir de 18h, 18h30, j'éteins mon téléphone pendant au moins 1h30. Évidemment, tout le contenu Instagram qui doit être publié après 18h est programmé, donc j'ai même pas à toucher mon téléphone. Et ce laps de temps-là est dédié vraiment à ma famille. Donc je fais dîner ma fille, je lui lis des histoires, je la couche, et à 20h, 20h15, quand elle est au lit, je peux reprendre le travail si jamais j'ai pas réussi à tout compacter dans ma journée, ou alors prendre vraiment du temps pour moi le soir. Ce que je fais la plupart du temps, parce que globalement de 9h à 18h, j'arrive à tout faire rentrer dans ma journée. Mais c'est un travail d'équilibriste en fait. Bah oui, et on sent que ça a été très réfléchi, parce que chaque créneau est organisé. Alors une question qui tue. Parfois, tu sais, moi je suis assez organisée, j'ai des personnes qui me disent mais en fait c'est tellement organisé, tu n'as plus de spontanéité dans ta vie, est-ce que tu n'en as pas marre? Et moi personnellement j'en souffre pas, au contraire je sens du contrôle et de l'apaisement. Mais je te retourne quand même la question, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Est-ce que le fait d'être aussi structuré, parce que finalement entre guillemets, c'est pas que t'as pas le choix, mais ta journée elle est déjà planifiée, tu sais à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça te soulage? Est-ce que de temps en temps tu te sens pris en étau dans ce cheminement qui est déjà organisé? Alors pour moi, l'organisation et justement cette structure et ce manque de spontanéité, en tout cas moi je ne le vis pas mal, et au contraire je trouve que c'est une grande liberté, parce que ça m'évite d'être prise dans un tsunami de tâches non gérées. Il y a toujours des surprises dans la journée. Quand on a réussi à avoir une bonne organisation, ces surprises en fait elles ne viennent pas percuter son travail ou le temps qu'on a décidé de consacrer à sa famille, bien au contraire. Je trouve que la dose de stress est moins importante quand on sait exactement ce qui va se passer dans notre journée, quand on a vraiment fait du time blocking pour les sujets importants, et que on a cet imprévu qui arrive. Je trouve que enfin en tout cas pour moi, je ressens très peu de stress au quotidien, parce que je sais que finalement tout va réussir à être fait, qu'il y a des solutions pour tout, et que même s'il y a un imprévu, comme tout le reste est hyper cadré, finalement ça va pas tant bousculer ma journée et la vie de ma famille, parce que je pense aussi à eux. Quand on est seul, on peut se permettre d'être beaucoup plus désorganisé, mais quand on a charge d'âme et qu'on a des enfants en bas âge qui ont besoin d'avoir des rituels et des horaires, etc., le fait d'être soi-même très très cadré, ça leur permet d'être beaucoup plus rassurés. C'est sûr. Donc non, moi le manque de spontanéité ne me pose pas de problème.
parce que je trouve qu'il est moins stressant d'être organisé que d'être complètement pris par les événements. Et ce qui t'empêche pas par ailleurs d'avoir des petits moments spontanés quand même mais dans bien une sûr. journée. Alors c'est plus compliqué avec 2 enfants. Ouais. Parce que en fait la spontanéité elle impose, voilà, et puis elle impose aussi d'avoir des gens qui puissent s'en occuper, parce que si on a envie de se faire un petit resto parce que le frigo est vide, là on est bloqué si on n'a pas. Donc là la spontanéité moins, mais en tout cas moi ça me permet d'être très apaisée et puis d'avoir une vie de famille qui est très cool et très sereine en fait. Ouais. Et ça n'a pas de prix. C'est clair. Je pense qu'aussi l'un des points qui fait que t'as une organisation intéressante, c'est qu'elle est dans le micro, donc ce que tu décrivais, le détail de ton organisation quotidienne, mais j'ai l'impression que tu réfléchis aussi beaucoup d'une manière macro, et notamment à tes grands objectifs. Et quelque chose que je trouve intéressant dans tout ce que tu publies sur les réseaux sociaux, c'est tes mantras, ton lifestyle en fait, t'es vraiment en réflexion sur ton mindset, désolé pour tous les anglicismes, mais sur cet état d'esprit qui fait que tu sais dans quelle direction tu veux avancer. Et notamment, j'ai l'impression que l'un des exercices auxquels tu te plies assez souvent le matin, c'est de la rédaction dans un journal et également de la manifestation, ou en tout cas le fait de réfléchir à quels sont tes grands objectifs. Est-ce que tu peux m'en parler concrètement, sans forcément me dire exactement quels sont les objectifs, mais comment tu t'organises et à quoi ça ressemble concrètement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment des hommes qui nous écoutent, qui se disent « Oula, c'est forcément pipeau les trucs comme ça. Moi, j'y crois dur comme fer. J'ai créé une formation qui s'appelle Stratégie de vie que tu connais, parce que je crois que quand on sait là où on avance, en fait on va plus vite, et donc ça m'intéresse de comprendre ta propre vision de ce sujet. » Alors moi ce sujet je l'ai découvert assez tard, je vais juste faire une petite parenthèse pour expliquer comment je l'ai découvert. Il y a une dizaine d'années, j'étais en voyage de presse avec des journalistes et je raconte ma trajectoire à l'une d'entre elles, et elle me dit mais tu sais, je lui dis je lance un grappin mental sur un objectif et ensuite je me hisse. Et elle me dit mais tu sais comment ça s'appelle ça, lancer un grappin et se hisser, ça s'appelle la manifestation. Donc je découvre que je pratique spontanément la manifestation, la visualisation sans le savoir. À partir de ce moment-là, j'ai le mot sur le concept et je m'y intéresse et je m'y plonge. Donc aujourd'hui, mes grands objectifs, je les détermine en début d'année et je reviens, je dirais tous les 2 mois dessus pour voir ce qui a été coché, ce que j'ai envie de mettre en place. J'ai un mood board, donc des images, Pinterest, et un peu comme toi avec la vue de ton appartement. Et là, je mets, des situations, des lieux, des ambiances qui me parlent et que j'ai envie de vivre, de connaître. Et puis, j'ai au quotidien un petit journal. Tous les matins, je remercie. Alors, ça peut être pendant toute ma grossesse, j'ai remercié mon corps. Tous les jours, par écrit, de me permettre d'être aussi active, je remercie... tu peux continuer à le remercier parce que juste après la grossesse, c'est vrai. Toujours très active. Mais j'ai remercié par écrit, alors c'est un peu étonnant de dire je remercie mon corps, merci d'être aussi performant. Je remercie certaines personnes que j'ai croisées, mon mari, ma fille, Donc j'ai ce premier point, donc la gratitude, parce que pour moi c'est très important, d'être à la fois dans le futur mais également dans le présent, de savoir apprécier ce que l'on a construit et ce que l'on a, c'est fondamental. Et puis ensuite j'ai les objectifs du jour, ce que j'aimerais voir se réaliser, les gens que j'aimerais contacter, et puis les objectifs plus long terme que j'écris en fonction de mon humeur. Je m'y replonge, je regarde mon mood board, je note dans 1 mois j'aimerais être dans telle situation, ou dans 2 mois j'aimerais avoir accompli ça. Et ça c'est mon petit rituel quotidien. C'est-à-dire remerciement, tâches et envie du jour, et puis revenir à des objectifs plus long terme. Et
effectivement, ça fonctionne. J'allais te demander justement, est-ce que tu aurais un exemple de peut-être quelque chose d'un peu fou que tu aurais écrit ou mis dans ton mood board qui se serait réalisé? J'ai beaucoup de choses qui se sont réalisées de mon mood board. L'une des choses les plus étonnantes et que je montre parce qu'elle est visuelle, c'est l'appartement que l'on occupe aujourd'hui. On a mis du temps à le trouver et avant de le trouver, c'était un peu chaotique. On était avec notre fille, enfin c'était dans un plus petit appartement. Et je disais à mon mari, en fait, là on mange notre pain noir et ce qui va arriver est énorme. C'est-à-dire que tout ce que je veux va se concrétiser. Et je fais des moodboards Pinterest d'appartements vides haussmanniens, dont un que je mets en image grand format. Une photo glanée sur Pinterest. Une photo glanée sur Pinterest qui est ma référence. Et puis je me dis, je veux vivre dans un immeuble de bureau parce que je veux pas de voisins. Voilà. Donc je veux des bureaux au-dessus, en dessous, je veux personne en fait autour de moi. Et puis je veux une buanderie. Je sais pas pourquoi, je voulais une buanderie. Pratique. Et puis voilà, et donc je détaille, mais vraiment par écrit et avec cette image, l'appartement de mes rêves. Et il se trouve que la photo de notre salon, c'est exactement, alors ça n'est pas le même appartement, d'accord, mais c'est exactement la photo de la maxi photo de mon moodboard. Donc j'imagine que le jour où vous avez visité, tu as su. Et en fait, le jour où j'ai visité, je me suis dit, je suis chez moi. Et j'appelle mon mari, je dis, on est à la maison. Et lui voulait un parking, on a réussi à avoir un parking, enfin voilà, tout s'est aligné. Okay. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je voulais un bureau dans l'immeuble. Et je me dis, il me faut un bureau dans l'immeuble. Et quand mes voisins sont partis, j'ai récupéré leur appartement. Donc j'ai non seulement un bureau dans l'immeuble, mais j'ai un bureau sur mon palier. Voilà. Et ça, c'est ça pour moi, c'est la manifestation. Et alors comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que, toi qui as lu pas mal de choses sur le sujet, je sais que par exemple les sportifs utilisent beaucoup la visualisation pour aussi se mettre, et là encore j'ai fait énormément d'épisodes avec des sportifs et c'est assez hallucinant à quel point ils se mettent dans un état d'esprit comme si la victoire était déjà là, et souvent d'ailleurs ils disent que les victoires arrivent quand ils sont presque en fait en mode automatique et qu'ils ne sont plus dans la réflexion, ils sont plus uniquement dans la performance, ils sont en fait dans l'instant présent à exécuter avec un peu une sorte de perfection finalement leur art qui est le sport, et la manifestation a été le moyen d'être vraiment dans cet instant présent. Donc je crois que chez les sportifs c'est assez documenté, il y a quand même beaucoup de références, mais dans le monde du travail et par exemple pour un appartement on pourrait se dire c'est un peu un coup de chance. Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que tu penses que c'est parce que finalement tu es tellement tendu vers un objectif que tu arrives à saisir la chance quand elle arrive? Comment tu l'expliques? Alors, pour revenir aux sportifs, il a été effectivement documenté que des basketteurs qui s'exerçaient à faire des dunks et à les réaliser et à les à chaque fois mentalement avaient un taux de réussite bien supérieur à ceux qui n'avaient pas fait cet exercice. Moi, ce que je crois, c'est que lorsqu'on est conditionné par un objectif, que l'on est très concentré sur la réalisation de ce souhait, de façon tout à fait naturelle, on oriente son énergie pour saisir les petites opportunités que l'on n'aurait pas vues sans avoir fait ce travail préalable. Dans certains livres, il est expliqué que lorsqu'on souhaite acquérir une voiture, bizarrement, on voit cette voiture partout dans la rue. Et en fait, c'est exactement ça. C'est un biais de confirmation. C'est un biais de confirmation. Et également, quand on est persuadé que l'objectif va être atteint à moyen ou long terme, on va être beaucoup plus enclin à contacter les bonnes personnes. On aura moins peur de se lancer, envoyer un mail, être proactif. Ça fait sauter certaines barrières de peur et d'auto-limitation qu'on a tous tendance à se mettre. Et voilà. Et je pense vraiment que il y a rien de magique. On a un cerveau qui est encore très méconnu et on a beaucoup de choses à découvrir sur ça. Mais je suis quasi certaine que on oriente de façon tout à fait inconsciente nos choix, nos décisions en fonction de nos croyances et des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et d'ailleurs,
quand on cherche à perdre du poids, par exemple, il y a tout un travail aussi de visualisation de soi dans le futur, de qui l'on a envie de devenir, de se voir enfiler des vêtements, et ça aide beaucoup à la perte de poids. Moi, je sais que j'ai une amie qui travaille avec qui est coach dans l'alimentation, et elle fait faire ce travail à ses coachés parce que ça marche en fait. Et la projection d'un mois du futur aide nous aide à avoir l'élan pour atteindre l'objectif de façon plus rapide et plus facile. Tu as toujours su que tu voulais devenir journaliste dans le monde de la mode et de la beauté? J'ai toujours su que je voulais être journaliste depuis que je suis petite parce que j'aime raconter des histoires. Je n'avais pas affiné ma pensée à l'âge de 10 ou 11 ans avec la discipline qui serait la mienne, en tout cas l'univers qui serait le mien en tant que journaliste, mais je savais que je voulais écrire, je savais que je voulais transmettre de l'information. Et puis plus tard, parce que Paris, parce que le beau, parce que justement le rapport au monde, ce que l'on offre à voir de soi, était très important pour moi. Je me suis dit que la mode, la beauté, la joaillerie seraient des domaines d'expression qui n'allaient pas me lasser. Et donc la réunion de l'histoire et du beau m'a très naturellement guidée vers le journalisme de mode. Alors j'ai lu quelque chose, mais qui est peut-être faux, tu me diras. Une anecdote que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'il me semble que tu as commencé tes études par des études dans le droit, si je me trompe pas, et notamment dans le droit pénal. Oui. Et ensuite, donc, ou en parallèle, je ne sais pas, que tu t'es intéressé, donc, à rentrer dans le monde du journalisme, qui est pas un monde très facile d'accès d'ailleurs, et puis surtout à l'époque, quand même avec assez peu de postes ouverts et disponibles. Qu'est-ce qui a suscité le changement le pas de côté, entre les deux? Alors, j'ai fait du droit parce que le métier de journaliste n'était pas du tout valorisé dans ma famille. Et j'ai acheté la paix. Pas simplement. Voilà. Donc j'ai eu mon bac à 17 ans. J'ai fait du droit et j'ai trouvé ça passionnant. J'aime l'architecture intellectuelle que le droit nécessite. J'aime ces plans en deux parties. Je trouve ça grisant de découvrir des cas d'espèces, de les analyser, parce qu'en fait ça touche à l'humain. Donc j'ai réussi à tenir 5 ans dans une discipline qui n'était pas ma vocation, parce que j'ai trouvé ça très très intéressant d'un point de vue intellectuel. J'ai acheté la paix. À 22 ans, j'étais diplômée d'un bac+5 d'Assas, et j'ai dit à mes parents, maintenant en fait je vais faire ce qui me plaît et je vais essayer de devenir journaliste de mode. Alors là, mon père m'a dit, mais tout ça pour ça, c'était pas une décision facile à porter. Ma mère était un soutien total. Et je leur ai dit, écoutez, si ça marche pas, dans 3 ans, je deviens juriste d'entreprise, je sais pas, je change de voie. Mais j'étais persuadée que ça allait marcher. Et mon objectif, c'était de travailler au Figaro. Je lisais les reviews de Virginie Mouza à l'époque, et j'avais une obsession, c'est de travailler au Figaro. J'ai lancé ce grappin mental vers le Figaro, j'ai réussi à obtenir un stage au Figaro, et puis après je suis jamais vraiment partie, j'ai travaillé au Figaro, elle m'a embarquée chez Vanity Fair, etc. Donc Virginie. Et je suis passée en fait de l'un à l'autre, parce que pour moi c'était une évidence que je ne serais pas avocate, et c'était une évidence que j'allais réussir à exercer cette profession, mais j'ai simplement fait du droit pour pouvoir avoir un bagage académique solide, et qui t'a certainement aidé, qui m'a aidé. Et puis pendant mes études aussi, je pigeais pour des petits magazines indépendants, sur des sites internet. Donc j'ai aussi découvert alors par la toute petite porte, mais cet univers de journalisme de mode, et ça a confirmé en fait cette envie que j'avais de me lancer. Alors justement, aujourd'hui, tu es journaliste mode et beauté depuis maintenant un certain temps, et joaillerie bien sûr. Ouais. Mais en parallèle de ça, tu as aussi ta casquette
d'influenceuse, si je puis dire, c'est-à-dire que tu as ton compte Instagram qui est un compte très suivi sur lequel tu vas partager tes découvertes en termes d'état d'esprit, en termes de lifestyle, etc. Ce qui n'est pas quelque chose de si fréquent, parce que c'est vrai qu'en paradoxalement, il y a quand même, je trouve, un mur entre le monde du journalisme et de l'influence, et l'un des points que je voulais aborder avec toi, c'est un aspect un petit peu plus business maintenant, sur le métier de journalisme, et sur ses challenges, et également sur ta vision, puisque tu es finalement un peu des deux côtés de la barrière, ce qui est suffisamment rare pour être noté, et donc je trouve ça très intéressant. On en a déjà parlé plusieurs fois en off, et tu m'avais dit, c'est vrai que le monde du journalisme, il est en pleine évolution, nécessairement à cause du digital. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner ton point de vue franc et honnête sur ce monde qui est en pleine évolution, je trouve d'une manière à la fois pas facile et en même temps très intéressante parce que source d'opportunités. Bien sûr. De toute façon, l'évolution d'un business model et d'un monde ne se fait jamais sans accroc. Ça n'est pas facile, se réinventer n'est pas facile, et pour la presse écrite, changer de manière de travailler, changer de manière de capter des revenus, ça n'est pas évident. Effectivement, l'influence a considérablement changé nos manières de travailler. Parce que les investissements des annonceurs ont été morcelés entre le digital, les réseaux sociaux, YouTube, et ensuite les acteurs traditionnels, la télé, la radio et la presse écrite. Donc le gâteau était partagé en plusieurs invités, plusieurs convives. Donc il a fallu pour la presse écrite, effectivement, trouver une autre manière de fidéliser les annonceurs et puis de nouveaux relais de croissance. Par ailleurs, le digital a pris une place de plus en plus importante, les gens achètent moins de magazines papier et consomment l'information davantage sur les sites internet et sur Instagram notamment. Donc ce sont deux canaux que les marques médias ont exploités et exploitent aujourd'hui pleinement. Des articles sur le digital et aussi des comptes Instagram de magazines qui sont avec énormément de contenu. Donc oui, bien sûr, ça a demandé aux journalistes de presse écrite d'être des journalistes bimédias, à la fois papier et sur le digital. Ça nous a demandé de revoir aussi la temporalité des articles, puisque quand on est presse écrite mensuelle et qu'on passe ensuite sur un format très dynamique, Instagram c'est de l'instant et site internet où c'est quasiment la semaine, ça demande une agilité différente. Donc nous, en tant que journalistes, on a dû repenser cette temporalité. Et puis pour les marques médias, c'est aussi réinventer des formats. Comment est-ce que on parle d'une marque sur Instagram? Quel format de reel journalistique peut fonctionner? Aussi investir le territoire des événements, donc associer la marque média à une soirée, une marque qui voudrait faire un dîner ou même à une art fair par exemple. Donc ça nous demande beaucoup plus de créativité. Parce que les prises de parole sont multiples. C'est très excitant, moi je trouve ça très grisant en fait. J'adore passer d'un sujet digital à un reel, à un article de fond, à une série. Je trouve que cette constellation de prises de parole est très enrichissante à titre personnel. Je trouve ça aussi très enrichissant pour la presse qui a comme mission de diffuser de l'information. Plus on a de canaux de diffusion, plus on peut nourrir son lectorat. Donc ce grand changement de paradigme, pour moi, est une richesse. Bien sûr, ça demande de l'agilité, bien sûr, c'est pas toujours facile, mais au final, je trouve qu'on en sort plutôt gagnant, puisque ça nous permet, en tout cas moi, ça m'a permis d'avoir un nouveau souffle dans mon métier, et puis d'investir des territoires que je ne pensais pas investir un jour, par exemple comme la vidéo. J'ai toujours été quelqu'un de très discret, très pour ne pas dire timide dans la retenue. Le fait qu'aujourd'hui on demande à des journalistes de prendre la parole, de faire des interviews filmées, je trouve que c'est
un vrai challenge et tout challenge moi me semble intéressant. Et aussi la création de contenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un journaliste, contrairement à l'image d'Épinal, n'est pas uniquement en train de faire des rédactions des textes, il va aussi organiser des shootings photos, vraiment toute une histoire en fait, toi qui disais aimer raconter des histoires autour d'une collaboration avec une marque, etc. Exactement. Donc en fait c'est quand même beaucoup plus complet. Nos métiers aujourd'hui, en tout cas pour moi et dans la structure dans laquelle je travaille, on a notre casquette de journaliste et puis aussi on va effectivement travailler avec des marques parce qu'on a un studio qui travaille en marque blanche pour des sites internet, des maisons et qui met cette puissance éditoriale, cette valeur ajoutée de Condé Nast à la fois sur les textes et sur les images au service des marques qui en auraient besoin. Donc on est à la fois journaliste traditionnel et on est aussi créateur d'un contenu en marque blanche à travers le studio. Donc on a aussi cette double casquette. Moi en tant que influenceuse sur Instagram, j'ai aussi cette vision d'influence, qu'est-ce qui marche, comment est-ce qu'on capte une audience, comment est-ce qu'on réinvente son persona, parce qu'il s'agit pas de lasser les gens qui nous suivent. Donc ça aussi c'est de la réflexion en mood board pour moi, c'est de la manifestation, qu'est-ce que j'ai envie de raconter dans 6 mois, qui ai-je envie de devenir l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de raconter et comment j'ai envie de le faire. Ça, c'est pareil, c'est un business plan. L'influence va très vite, il faut se renouveler en permanence. Il faut trouver de nouvelles choses à raconter parce que les gens ont un flux d'informations XXL tous les jours. Et c'est un travail, encore une fois, d'équilibriste parce qu'il faut être à la fois soi-même, mais en même temps comprendre ce que l'audience recherche et ce qu'elle attend de nous, en l'occurrence de moi, qu'est-ce que les filles qui me suivent attendent de moi. Donc voilà, je trouve que cette double casquette que j'ai et qui n'a pas été facile à assumer parce que effectivement l'influence était considérée comme le concurrent, comme le diable bien sûr. Les influenceuses qui ont pris les premières places au premier rang et qui faisaient une concurrence directe et considérées comme déloyales parce que elles n'avaient pas le bagage que les journalistes avaient, les connaissances techniques, les connaissances du terrain. Donc, voilà, moi cette double casquette-là me nourrit et me plaît parce que je peux passer d'un monde à l'autre sans conflit d'intérêt, parce qu'en fait ce dont je parle sur mon compte Instagram n'est pas ce que je traite dans le magazine. Les marques que je mets en avant la plupart du temps sont des marques avec lesquelles que j'aurais du mal à passer dans un magazine qui a beaucoup d'annonceurs et c'est aussi ma respiration. Mais c'est ça, j'allais te demander pourquoi tu t'es lancé, parce que t'avais pas besoin de te lancer dans le monde des réseaux sociaux et le monde de l'influence. T'aurais très bien pu, comme beaucoup de journalistes d'ailleurs, rester dans un job qui est déjà très prenant, avec beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rencontres, etc. et ne pas en plus te dire je vais lancer un compte Instagram et je vais commencer à faire des contenus et je vais avoir un blog et je vais créer beaucoup de contenu en plus. Alors moi j'ai un esprit à l'américaine, c'est-à-dire que je ne vois, sky is the limit. Donc je ne vois pas de limite dans mon développement personnel, professionnel. Lorsque Instagram est arrivé, je me suis dit mais chouette, nouveau terrain de jeu. Voilà, nouveau terrain de jeu. Que va-t-on en faire Et puis c'était de la mise en avant. Moi j'avais beaucoup de mal à me mettre en avant, donc ça m'a pris du temps avant de pleinement investir ce territoire, mais je l'ai ressenti comme non pas comme une concurrence, non pas comme quelque chose qui allait tuer mon métier de journaliste, mais au contraire comme un nouveau terrain de jeu. Et j'ai rajouté effectivement cette casquette-là et ce travail, parce que c'est très prenant. Quand on est bien organisé, moi je shoot le week-end, j'ai des gens qui montent mes contenus, donc finalement je délègue aussi cette partie-là. C'est aussi comme ça que j'arrive à nourrir ce compte. Mais j'ai rajouté cette liste sur ma to-do parce que je trouvais ça grisant. Je trouvais ça super de pouvoir parler de marques que j'avais envie de soutenir ou que j'avais découvertes et que et pour lesquelles j'avais pas la place dans le magazine. Donc c'était une façon aussi
d'étendre en fait, de donner plus de latitude à mon métier de journaliste, diffuseur d'informations, raconter une histoire. Donc cette création de compte Instagram, initialement, elle vient d'une envie de partager plus d'infos et peut-être d'une forme de frustration aussi, de dire j'ai vu ça, c'est génial, j'ai testé cette crème, elle est top. Il faut que je le dise, je peux pas forcément le dire dans le magazine, donc Instagram est une audience en plus, un espace de liberté et aussi. Un espace de liberté. Alors c'est un espace de liberté, mais toujours très en conscience, c'est-à-dire que je peux pas. J'ai toujours essayé de faire en sorte de ménager mon job de journaliste et de jamais tomber dans comment dirais-je, de ne jamais vendre mon âme au diable. C'est-à-dire que l'influence avec le paid, avec un certain nombre de partenariats qu'on pourrait nouer, peut être un terrain glissant. Et moi, j'ai toujours fait très attention à mes prises de parole, qu'elles soient raccord avec la ligne éditoriale du magazine. J'ai refusé des collaborations parce que j'estimais que elles n'étaient pas légitimes, ou en tout cas qu'elles n'étaient pas alignées en fait avec le discours que j'avais envie de porter et les valeurs que j'avais envie de porter. Donc voilà, j'ai toujours manœuvré en fait entre les deux, en tout cas avec le plus de conscience et le plus d'attention possible. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand on te suit sur les réseaux, je pense qu'il y a un mot qui me vient assez à l'esprit, et tu sais qu'en plus c'est un mot qui me plaît, c'est le mot exigence. C'est-à-dire qu'on sent que tes contenus ne sont pas traités à la légère, c'est extrêmement réfléchi, tant dans le fond que dans la forme, c'est-à-dire que quand tu fais une collaboration avec quelqu'un ou quand tu crées un contenu, c'est extrêmement soigné. Alors on peut se dire que ça peut être plus de travail pour toi, on peut se dire aussi que parfois on aurait envie aussi, tu vois, d'avoir la bénédicte, tu vois, encore plus au naturel on va dire, mais d'un autre côté, je trouve que c'est très fort parce qu'on sent qu'il y a une exigence qui fait que je dis pas ça pour te jeter des fleurs, mais plus parce que je pense que c'est assez rare dans le monde de l'influence, le fait d'être strict. En fait, il y a une forme, oui, il y a un peu, je sais pas comment dire, de strictness, mais il y a un peu une droiture, si tu veux, qui est assez rare dans le monde de l'influence, où on est quand même dans, tu le disais, une surenchère de contenu, beaucoup de choses très spontanées, qui est sympathique, qui donne envie, mais qui peut manquer, je trouve, parfois un petit peu de tenue, honnêtement. Et ce que j'apprécie moi personnellement sur ton compte, c'est qu'on sent que rien n'est laissé au hasard et que quand ça passe ton crible, c'est que ça le mérite. Bah écoute, ça c'est l'héritage de mon travail de journaliste, c'est-à-dire que je viens d'un monde où le moindre contenu publié, texte ou image, doit être le plus abouti possible, parce que le lecteur attend une série mode sublime et un texte ficelé à la perfection. Donc, si tu veux, par des formations professionnelles, mon compte Instagram, même s'il est personnel, il répond aux mêmes exigences. Donc, et puis aussi, c'est une manière de mettre une forme de distance entre moi et le réseau social et l'audience. La spontanéité XXL et la grande proximité, c'est pas dans ma nature. J'ai cette retenue, j'ai cette petite discrétion qui conditionne ce que je publie. C'est intéressant parce que ce que ça signifie, c'est que ce qui marche chez toi, c'est justement que tu es très sincère dans ta démarche parce que tu as cette retenue qui n'est pas quelque chose aujourd'hui qui techniquement devrait marcher sur les réseaux sociaux, parce que à l'heure d'aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est au contraire un peu le côté extrêmement authentique, mais à un niveau, si tu veux, où en fait on peut se dire que c'est presque créé artificiellement en fait cette authenticité, et en fait toi tu assumes une forme de retenue, ce qui est très rare sur les réseaux. Donc ça, je trouvais ça intéressant parce que tu sais que je suis passionnée par la marque, et en fait pour moi il y a une vraie différenciation dans ta manière de créer du contenu par rapport à d'autres personnes. Ça a été quelque chose de réfléchi pour toi, ou tu l'as fait d'une manière spontanée juste parce que c'est qui tu es? Alors ça a été à la fois donc l'élan et la spontanéité. Enfin pour moi c'était naturel de faire un contenu très léché. On m'a très souvent dit fais quelque chose de plus authentique. Je me suis longuement posé la question de savoir s'il fallait pas que je sois justement plus
dans l'influence traditionnelle qui ouvre les portes de la maison et de soi et de voilà. Et je me suis dit mais c'est pas moi. En fait, je suis quelqu'un qui aime les belles images. Je peux pas me travestir, c'est pas possible. Si je dois rester authentique sur les réseaux sociaux, ça implique que mon compte ait cette distance, cette forme un peu d'édito, parce que c'est ce que j'ai envie de produire. Donc je me suis dit si jamais ça marche pas et si les gens ne sont pas réceptifs, tant pis, mais je vais pas m'amuser à publier des images qui ne sont pas véritablement moi, qui ne sont pas qui ne répondent pas au cahier des charges que j'ai qui est le mien, pour avoir plus d'audience et de visibilité. Tant pis, je vais faire ce que j'aime. Ça sera ça ma zone d'authenticité. Ça sera ce côté très éditorial. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, au moins je serai contente et satisfaite de ce que j'ai publié et de ce que j'ai produit. Joli paradoxe. Voilà. Et en fait, mais c'est vrai que c'est paradoxal de se dire mon moi authentique, il a ce filtre un peu édito. Mais c'est véritablement ça. Ce compte a fonctionné à partir du moment où j'ai accepté l'idée qu'il pouvait ne pas fonctionner. Ah, c'est intéressant. Voilà. C'est-à-dire que je me suis torturée. T'as senti une rupture à un moment? J'ai senti une rupture, c'est-à-dire que et en fait dans la manifestation et dans la visualisation, on explique ça. Le lâcher prise est une des clés du succès. À partir du moment où on pose l'intention, où on se dit voilà ce que j'aimerais faire et là où j'aimerais aller, je mettrai tout ce qu'il faut en place pour y arriver, mais je lâche aussi le stress, prise, et je lâche le stress et je lâche l'obsession du succès, parce que le succès va venir. Bah, c'est exactement là où ça a fonctionné. Je me suis dit voilà ce que j'aime faire, voilà où j'aimerais aller, voilà ce que je vais faire parce que c'est ce que j'aime faire, authentiquement faire, et si ça marche pas, c'est pas grave. Mais en fait, je suis sûre que ça va fonctionner. Alors j'ai pas un compte avec 300 000 ou 400 000 abonnés, parce que je ne joue pas ce jeu de l'ultra-authenticité, mais ce que j'ai correspond à ma vision, à mon objectif. Mon objectif, c'est 50 000 followers, je vais y arriver, step by step, mais en tout cas, le contenu que je produis, mais il est très aligné avec qui je suis. Et c'est quand j'ai accepté l'idée que, voilà, j'allais pas faire autre chose, les choses se sont mises en place. Mises à marcher tout seul. Ouais. Avant qu'on passe à mon crible, j'ai quand même une question beauté pour toi, ou mode, parce qu'on en a pas tant que ça parlé. On en a parlé d'un point de vue un peu philosophique sur cet aspect de la beauté, le fait de prendre soin de soi et la mode ne sont pas des points superficiels. Mais j'avais quand même envie de te demander quelques astuces ou quelques pistes de réflexion pratique à mettre en place pour nos auditeurs sur tout ce qui peut être plus beauté et notamment tout ce qui est beauté mais avec assez peu de moyens et pas uniquement financiers mais aussi en termes de temps, parce qu'on peut se dire quand même, et moi je trouve aujourd'hui qu'on vit un peu cette période où il y a tellement une surenchère franchement dans le monde de la beauté qu'on pourrait passer sa journée à se tartiner femmes et hommes d'ailleurs, à passer du temps à faire du sport, etc. Et je pense qu'il y a quand même un dosage qui doit être trouvé. Donc comment est-ce que tu arrives à faire plus avec moins en matière de beauté? Alors, moi je ne me maquille pas par exemple. C'est vrai, c'est très original. Oui, alors pour plein de raisons, mais pour moi la beauté, elle est au réveil. C'est-à-dire quelle est ma peau le matin et le soir, sans artifice. Et ça, je reviens toujours à la même... je reboucle la boucle avec notre discussion du début, c'est que l'eau et l'hydratation de la peau par l'intérieur, c'est fondamental. Donc, première astuce beauté, vraiment, c'est de boire de l'eau. Franchement, il y a rien de mieux pour avoir une peau plumpy, ça vaut toutes les crèmes hydratantes. Ensuite, nettoyer sa peau le soir, ça c'est fondamental. Se démaquiller, les femmes qui ne se démaquillent pas avant de dormir, c'est terrible pour les micro-ridules autour des yeux. Donc, se démaquiller, c'est se nettoyer le visage, et une bonne crème hydratante. Il y en a des super, pas très chères,
Donc hydrater sa peau de l'intérieur, hydrater sa peau avec une bonne crème hydratante et la nettoyer. Ça c'est super important. Ensuite pour le sport, moi je marche beaucoup. Donc je fais beaucoup de rendez-vous à pied, je prends pas les transports en commun et pendant mon temps de marche, je passe mes calls. Donc je mets mon corps en mouvement, je marche 10 000 pas par jour, je sais que c'est pas toujours faisable, à Paris c'est facile de marcher, quand on habite en province c'est plus compliqué. Mais globalement la marche, ou marcher même en téléphonant, autour d'un pâté de maison, utiliser ces temps d'appel pour marcher, c'est des petits trucs comme ça qui permettent d'augmenter son niveau d'activité, ce qu'on appelle le NEAT. Tu sais que ça m'évoque une petite réflexion que je me suis faite récemment, c'est que les zooms et les appels en conf, ou les appels téléphoniques avec de la visio, en fait, ont tué pour beaucoup de personnes, je pense, le fait de marcher, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile de marcher quand tu parles en regardant quelqu'un au travers de la caméra, et d'ailleurs, je ne recommande pas de le faire, mais moi, je sais que, par exemple, pendant longtemps, avant, je passais beaucoup mes calls, justement, et je parlais beaucoup au téléphone en marchant, et j'adorais ça, et c'est vrai que maintenant, il y a une telle emphase, si tu veux, et on demande tellement à voir la personne, que finalement, je passe plus de temps derrière mon ordinateur, assise à regarder quelqu'un, alors qu'en fait, je pourrais complètement avoir le call, si tu veux, en parlant et en marchant en même temps dans la rue. Et donc j'incite les personnes qui nous écoutent à y réfléchir et parfois à passer plus par du coup de téléphone. On ne passe plus vraiment de temps au téléphone et c'est dommage parce qu'en fait ça fonctionne quand même très bien et ça permet de faire quelque chose en même temps, un peu comme un podcast d'ailleurs. Exactement. Sinon moi ce que je fais quand j'ai des zooms qui je montre mon visage à la caméra les premières secondes et je dis ensuite je coupe la caméra, désolé, téléphone dans la poche et je marche. Et vraiment ça, marcher pendant qu'on téléphone, c'est un petit truc, mais ça permet d'augmenter son niveau d'activité au quotidien. Plutôt que d'être assis derrière son écran toute la journée. Voilà. Donc l'eau, la marche, hydratation avec une bonne crème hydratante, se nettoyer le visage, ça c'est pour moi la base. Simplicité maximale. C'est la simplicité maximum, mais en fait ça fonctionne. Et surtout vraiment l'eau, les gens minimise le pouvoir de l'hydratation au quotidien. Mais est-ce que tu aurais des petites astuces pour les personnes ? Tu vois, moi je bois assez peu. Je bois beaucoup de thé le matin. Thé vert, donc c'est peut-être mal déjà. Alors, faut faire attention au fer, parce que le thé vert, mais sinon c'est... Je bois souvent soit du maté, j'adore le maté, donc je bois du maté le matin, mais je le bois pas dans une bombilla, je le bois un peu comme si c'était un thé, si tu veux, je le fais infuser. Donc ça j'en bois beaucoup, et puis après malheureusement pendant la journée, je prends 2 cafés, et franchement avant le soir, je vais pas boire beaucoup, donc je sais que c'est pas bien. Je me suis mis à prendre des solutions hydratantes, type combo, etc., mais en réalité il vaudrait mieux que je bois juste plus d'eau. Est-ce que tu as des astuces pour des personnes comme moi, très active, où en plus je me déplace beaucoup, je suis à mon bureau, je suis en réunion, etc. Quoi, c'est avoir une petite gourde en permanence ? C'est avoir une petite gourde de 33 centilitres ou de 25 centilitres, un petit format, parce que je trouve que moi les grands formats à l'américaine, c'est un côté montagne à gravir, tu as l'impression que tu vas jamais le finir. Tu vas pas te transporter ce truc. Déjà c'est très lourd, et puis en plus de ça, c'est une espèce de... Pour moi, c'est quasiment de l'ordre c'est irréalisable. C'est-à-dire quand je vois les galons les grosses gourdes avec les poignées comme ça, je me dis mais j'arriverai jamais à la terminer avant la fin de la journée. Quand on a plein de petits refills d'une gourde de 35 ou de 33 ou de 25 centilitres, ça permet d'avoir cette hydratation continue et surtout de pouvoir se dire bah attends, il me reste ça dans ma gourde. En 2 gorgées c'est bu. Et hop, on boit beaucoup plus et beaucoup plus vite des petits formats, parce que c'est moins terrifiant quoi qu'un 1,5 litre. Moi, je bois jamais dans une bouteille d'1,5 litre par exemple. C'est pas possible. Le 1,5 litre me semble inaccessible. Alors que 3 bouteilles de 33, ça fait 1 litre. C'est easy. Small steps, baby steps. Exactement. Même pour l'eau. Mais oui, voilà, mais c'est comme pour une grande tâche. On dit souvent, quand vous avez un très gros objectif, morcelez l'objectif. Quand on a un objectif de 2 litres, on ne met pas un gallon, on ne prend pas une bouteille de 2 litres, on morcelle le 2 litres en plein de petites gourdes, et à la fin de la journée, on se rend compte qu'en fait, on les a bu. Et puis avec des moments, c'est-à-dire que moi je bois 1,5 litre le matin, 1,5 litre le soir, un demi-litre le matin et un demi-litre le soir, donc j'ai déjà 1 litre à chaque extrémité de ma journée. Et ensuite je me dis c'est 3 petites bouteilles, 3 petites bouteilles de 33 dans la journée, ce qui est très largement faisable. C'est terrible, là tu vois, j'ai pas de verre d'eau devant toi. J'ai une bouteille de 33 dans mon...
Bénédicte, on arrive à la fin de cette interview et je te remercie 1000 fois pour tous les conseils que tu as pu nous donner, pour surtout ta vision vraiment intéressante et surtout différente sur l'exigence et sur le beau. La première des questions de mon crible, de mes questions signature, tu la connais, c'est: est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand moment de doute ou un moment d'échec dont tu pourrais nous parler? Parce que au-delà de l'échec, ce qui m'intéresse, c'est véritablement de comprendre comment tu t'en es sorti, mais surtout qu'est-ce que tu en as appris. Alors pour moi, le plus gros moment de doute et le moment le plus difficile de ma vie, c'était il y a un peu plus de 10 ans, quand mon mari, qui est aujourd'hui mon mari, mais qui était mon petit copain de l'époque, m'a quitté du jour au lendemain. Ah. Terrible. Et en fait, je me suis... Tu t'y attendais pas. Mais pas du tout. Et ça a été un immense service qu'il m'a rendu. Parce que ça m'a permis de déjà savoir que j'étais robuste. Je me suis autorisée 1 semaine de pleurs, et au bout d'1 semaine, je me suis dit: maintenant c'est fini, tu vas devenir la meilleure version de toi-même, tu vas devenir la femme que tu as toujours rêvé de devenir, puisque tu as 100% du temps pour le faire. T'as plus de petits copains, donc tu n'as que toi à gérer, et ce temps-là, ce moment-là, tu vas l'utiliser pour devenir en fait ta version, ta meilleure version de toi-même. Plus de distraction, plus rien, juste toi, focus sur toi. Et en fait, ça a été un immense service qu'il m'a rendu, parce que j'ai changé, je me suis concentrée sur moi, je me suis rendu compte que je pouvais me relever, je me suis rendu compte que la peine, qui peut être même physique quand on souffre, quand on a une peine de cœur, ça peut physiquement nous impacter, ne m'empêchait pas d'avancer. Et j'en ai retiré une immense force et une certitude que, en fait, j'allais pouvoir tout surmonter dans la vie. Voilà. Et ça a été un gros moment de down, et ensuite un coup de pied dans une piscine, et qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. En quoi tu as changé? Avec cette histoire, j'ai eu beaucoup plus confiance en moi. Ce qui aurait pu ce qui aurait pu me tuer ma confiance en moi, une rupture et un désamour peut être un tsunami pour son self-esteem, m'a au contraire donné une immense confiance. Donc j'ai eu plus confiance en moi avec les autres, plus confiance en moi dans mon métier. Je sais pas comment te dire, cette espèce de sentiment que le sol se dérobe sous tes pieds, et que en fait te pousse une énergie de t'agripper et de te hisser et de survie. Ça m'a, je me suis dit, mais t'es capable de ça. Si t'es capable de ça, si t'es capable de traverser ça et de ne pas t'effondrer, de continuer à avancer plus vite et à avancer mieux, c'est que tu peux avoir confiance en toi. Vraiment. Sur tous les aspects de ta vie. Et j'ai changé parce que je me suis étoffée. Je me suis renforcée. Voilà. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Eh bien, je ne referais rien. J'ai cherché longtemps pour répondre à cette question ce que je pourrais refaire, et en fait, même mes erreurs, elles ont forgé mon parcours, elles m'ont réorienté, elles m'ont permis de comprendre ce qu'il fallait abandonner, ne plus faire. Je changerai rien. Cette question, je l'aime bien, et alors pour toi, ça va être intéressant. Qu'est-ce que tu trouves beau, soit au sens philosophique, métaphorique, soit au sens littéral, ou les deux? Alors, je trouve très beau l'aide que l'on peut apporter aux autres, dénuée d'intérêt, cette aide bienveillante, cet élan pour l'autre, sans calcul. La vraie générosité. La vraie générosité. Ça, je trouve ça très beau, très émouvant. Je suis assez critique envers l'espèce humaine, que je trouve très souvent pas à la hauteur du cerveau qu'on nous a offert, que la nature nous a offert. Et donc, ces élans de générosité spontanée, naturelle et dénués de calcul, je trouve ça très beau. Et d'un point de vue moins philosophique, je trouve que Paris est une très belle ville. Certaines constructions humaines, ce que l'homme est capable de produire avec ses mains, très belles peintures, la sculpture, ça peut aussi beaucoup m'émouvoir. Alors à l'inverse, qu'est-ce que tu n'aimes pas observer? Qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce que tu trouves laid?
Je trouve l'impolitesse et l'incivilité absolument terribles. Alors à Paris, je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup. C'est pour moi et aussi ce qui m'irrite beaucoup, c'est les gens qui répètent sans cesse les mêmes erreurs. Mais parce que je n'arrive pas à le comprendre. C'est quelque chose qui pour moi, je suis extrêmement agacée à la répétition d'erreurs permanentes quand en plus les personnes autour expliquent, pointent du doigt, donnent des clés, mais qu'en fait l'erreur est répétée. Le côté, ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Pour moi qui suis solutionniste, qui aime comprendre, analyser, ne pas refaire, réorienter, changer, c'est un calvaire pour moi. J'ai des amis, des proches qui sont sans cesse dans la répétition des mêmes erreurs, comme un petit hamster dans une roue. Et alors pour moi, nerveusement, c'est intenable. Je n'ai pas tellement de doute en fait sur ton profil disque. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais je pense que tu dois avoir pas mal de rouge en toi parce que c'est probable. Qui est le profil des justement solutionnistes, des doueurs. Le rouge en fait, il veut toujours dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment est-ce qu'on passe à l'action. Et c'est vrai que peut parfois ne pas comprendre quand quelqu'un en fait n'a juste pas envie de trouver de solution, parce qu'il y a parfois en fait. Mais à la limite qu'on n'ait pas envie de trouver de solution et que la zone d'inconfort soit confortable. Très bien. Mais lorsqu'on se plaint d'une situation oui. et qu'on répète inlassablement le même schéma, pour moi, qui suis sensiblement très rouge, ça me fait littéralement voir rouge. C'est-à-dire, je perds mes nerfs. Ça mérite beaucoup. Est-ce que tu as une citation ou une maxime qui compte pour toi, qui à un moment donné a compté pour toi et que tu pourrais partager avec nous? Oui, alors c'est une maxime qui m'a été transmise par ma mère, qui est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Depuis l'enfance, j'ai cette maxime en tête, et en fait, ça n'est ni plus ni moins que le versant religieux de la manifestation. Ouais. C'est comment est-ce que on impulse soi-même une dynamique, une envie, un élan, et que l'univers autour, alors le ciel en l'occurrence pour ma mère qui est très très croyante, mais comment l'univers autour se mobilise pour accompagner cette bonne volonté. Voilà. Et sinon, à cœur vaillant, rien d'impossible, que j'aime aussi beaucoup. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Tu sais, c'est cette fameuse question un petit peu non politiquement correcte, où j'aime bien demander à mes invités s'ils ont une opinion, et ils constatent que le monde autour d'eux, que ce soit le microcosme parisien ou le monde de manière plus large, n'est pas aligné. Oui, alors moi, c'est plutôt une non-croyance. Je ne crois pas aux vertus de l'éducation positive. D'accord. Tu peux élaborer? C'est très bien. Et c'est pas dans le monde d'aujourd'hui où oui, c'est pas politiquement correct. Tout doit être on doit mettre les enfants dans du coton et leur faire coller des gommettes jusqu'au bac. Je ne crois pas pour moi, je crois à une certaine forme de rigueur, je crois à la discipline, je crois à la hiérarchie, et je crois aussi qu'il est très important de faire prendre conscience aux enfants qu'il y a une hiérarchie et qu'on ne traite pas ses parents, ses grands-parents, la maîtresse comme on traite son petit camarade de classe. Je crois oui à la retenue. Je crois à une forme d'effacement pour laisser les autres s'exprimer et vivre. Je ne crois pas à l'enfant roi. J'estime que l'enfant ne sait pas quand il est petit ce qui est bon pour lui et pas bon pour lui, et que les parents ont des rôles de tuteurs et que c'est à nous de leur montrer le bien, le mal, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je dis souvent à ma fille que je la protégerai de tout, des autres et d'elle-même, parce que c'est mon rôle de lui faire prendre conscience qu'elle ne sait pas ce qui est bon pour elle, que moi je le sais, et que s'il faut me battre contre elle parce que je sais que c'est ça qui la rendra heureuse et et que c'est ce dont elle a besoin, eh bien je le ferai. J'ai aucun problème à ne pas être un parent copain.
Il y a ce concept, tu sais, d'incompétence inconsciente, qui est un concept que je trouve toujours très fort, qui est donc le fait que le premier grade, on va dire, de la compétence, donc le plus faible, c'est de ne pas avoir conscience qu'on est incompétent. Le stade d'après, c'est déjà de comprendre qu'on est incompétent, et ensuite ça va être le stade de la maîtrise, puis même de l'expertise, et ensuite de la virtuosité. Et en fait, c'est vrai que ce changement entre l'incompétence inconsciente à consciente est déjà un moment clé en fait de connaissance de soi et de découverte. Et le fait, je trouve ça assez fort que tu dises ça à ta fille alors que c'est encore une petite fille, va faire que je pense elle va avoir un esprit critique assez développé, de comprendre, si tu veux, que en fait elle a pas tout compris. Et bon, c'est Socrate qui l'a dit bien avant nous, c'est quand même un peu la base de la connaissance de soi. En tout cas, ce que j'essaye de lui transmettre, c'est que tout est possible à condition que l'on mette du cœur à l'ouvrage et que l'on travaille, que rien n'est impossible, qu'elle est pleine de potentiel, mais qu'il faut soutenir ce potentiel avec du travail, qu'on ne fait pas aux autres ce qu'elle n'aimerait pas qu'on lui fasse. Donc ça intervient dans cette espèce d'enfant à sa place, qui n'est pas l'enfant roi, et que elle a des parents sur lesquels elle peut compter. Et pouvoir compter sur ses parents, ça veut aussi dire que le parent est un vrai tuteur, un vrai leader. Et élever, pour moi, c'est prendre et amener vers le ciel. Donc, j'espère lui donner suffisamment de confiance en moi pour qu'elle se dise, je peux me reposer sur ma mère, parce qu'elle est là. Et elle me guidera, même si je fais des erreurs, ou elle m'empêchera de les faire parce qu'elle sait. Et de lui donner suffisamment confiance aussi en elle pour qu'elle se dise qu'elle peut faire ses propres choix, que elle aura la maîtrise de sa vie dès lors qu'elle y mettra du sien en fait. Voilà, à la fois cette conscience qu'on est là et aussi cette conscience que tout repose sur elle et que si elle veut aller là, elle prend ses jambes et elle se muscle et elle y va quoi. Écoute, je suis curieuse de savoir ce que les auditeurs vont penser de ce témoignage, mais personnellement j'adhère complètement et j'ai pas d'enfant comme tu sais, donc c'est un peu difficile. Mais en fait d'ailleurs je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles quand même entre le fait d'éduquer des enfants et puis le management, parce que de la même manière en fait il faut donner un cadre et je pense qu'il faut savoir dire les choses parfois qui ne font pas plaisir, et je pense qu'une grande erreur souvent des jeunes managers c'est d'être plus dans presque l'amitié et le copinage versus le fait en fait de se faire respecter. Il y a une grande différence entre se faire aimer et se faire respecter, et je pense qu'en tant que parent il faut un peu les deux, et bien souvent le respect amène une forme d'amour. L'inverse n'est pas toujours vrai, et même c'est plutôt le contraire. mais de toute façon ça, toute cette dynamique d'absence, d'horizontalisation absolue de la société, c'est terrible, parce que on a tous besoin d'un leader, on a tous besoin d'un référent, d'un cadre, de quelqu'un qui nous emmène. Si tout est lissé, si le parent est un copain, comment se construire en tant qu'enfant si on n'arrive pas à comprendre quelle est sa place parce que le parent lui-même ne sait pas quelle est sa place. Je trouve ça très déstabilisant pour un enfant, et effectivement très déstabilisant dans une société que les rapports soient aussi peu clairs et établis, parce que c'est pas cool en fait. Tout ça c'est parce que c'est pas cool. C'est pas cool de pas être un parent copain. C'est pas cool c'est plus facile aussi. Et puis c'est plus facile. C'est pas cool d'être un manager qui est un vrai manager et qui incarne. C'est plus cool d'être un président normal. Voilà. Et je suis pas certaine que sur la durée, à la fois dans les rapports parents-enfants ou même dans les rapports de société, au sein d'une boîte, ce soit vertueux et productif. En tout cas, moi, je le vois avec l'éducation que j'ai reçue, l'éducation que mon mari a reçue, l'éducation qu'on souhaite donner à nos enfants. Enfin, le petit est trop petit pour que je puisse être dans cette démarche-là, mais en tout cas, de notre fille, je me rends compte que elle intègre très 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 bien, par exemple, les punitions parce qu'elles sont justes, et elle ne pleure même pas. C'est-à-dire que je lui explique pourquoi là elle est punie et ce que ça veut dire en fait, et pourquoi moi, en tant que maman, je décide à cet instant-là de la punir, donc d'être dans un rôle difficile à tenir, où elle va m'en vouloir. On a tous envie d'être adorés par nos enfants, mais il y a effectivement des moments
où il faut accepter qu'ils nous disent alors elle est trop petite pour me dire comme une ado je te déteste, mais mais voilà, et en fait quand on leur explique, ils l'intègrent, ils trouvent ça juste et ils passent à autre chose. Et moi je vois aujourd'hui les fruits de tout ce que je lui ai inculqué sur ces 5 dernières années et à quel point en fait elle devient une formidable petite personne. Bah, c'est sûr que c'est un cadeau sur le long terme. Et je pense d'ailleurs qu'à l'aune de tout ce qu'on se dit, il y a une vraie force, je pense, chez toi, qui est de privilégier le long terme au court terme, qui est malheureusement quelque chose, notamment dans la vie politique et publique, qui n'est pas la priorité. Mais en réalité, faire des choix difficiles, c'est aussi privilégier justement le long terme, et donc dire les choses qui fâchent, mais qui sont justes. Ça va totalement dans cette démarche. Ouais. Et privilégier le long terme, c'est aussi, pour en venir au wellness, extrêmement important. C'est-à-dire que tous les micro-choix que l'on va faire pendant la journée, c'est l'effet cumulé. Ça va conditionner notre corps de demain, notre esprit de demain. Si on fait plein de mauvais choix quotidiennement, régulièrement, en fait, les courbes entre celui qui va choisir le bon chemin, les bons nutriments, la bonne philosophie, le bon mindset, le sport, et celui qui va plutôt justement privilégier le court terme, le plaisir immédiat, la récompense instantanée, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ou à l'échelle d'une vie, les trajectoires ne sont pas les mêmes, et les écarts sont abyssaux. Bénédicte, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis ? Alors, j'ai un sujet léger sur lequel j'ai changé d'avis, c'est que je détestais le rosé et maintenant j'adore ça. Et sinon, le sujet des enfants, j'ai souvent pris la parole sur les réseaux sociaux sur le fait que ça n'était pas mon élan naturel d'avoir des enfants. Et beaucoup de gens pensent que j'ai changé d'avis parce que j'en ai 2 aujourd'hui, mais je n'ai jamais changé d'avis. C'est-à-dire que mon élan naturel n'allait pas vers la maternité, je n'ai pas fantasmé ni voulu une vie de famille parce que moi ce qui me faisait vibrer, ce qui me fait vibrer, c'est la construction, l'intellect, la vie professionnelle. C'était pour moi, c'était ça mon objectif de vie. Mais je n'ai jamais dit que je n'aurais jamais d'enfant. J'ai dit que c'était pas mon truc. Mais je n'ai jamais dit que c'était une porte fermée. Donc je n'ai pas véritablement changé d'avis. Ça c'est, je fais cette petite parenthèse parce que beaucoup de gens pensent que j'ai changé d'avis. Mais en fait, globalement, j'ai cherché, mais il n'y a pas vraiment de sujet où mon avis a radicalement changé. L'expérience de vie, sans doute. Mais en fait, je suis pas dogmatique. J'ai pas de croyance absolue. J'observe beaucoup ce qui marche ailleurs, chez les autres, ce que l'histoire nous apprend. Donc, en fait, mes croyances, elles viennent de l'expérience des autres ou de ma propre expérience. Mais globalement, j'ai pas de changement de barre radical. C'est peut-être que t'étais alignée depuis le départ, en fait. Ouais, je pense que j'ai été très tôt alignée. Est-ce que, pour terminer, tu as pu réfléchir à un ou des livres qui, à un moment donné, t'ont impacté très fort, t'ont fait réaliser quelque chose, t'ont porté aussi? J'aime bien poser cette question parce que moi, je suis une très grande lectrice et je pense sincèrement que le pouvoir des livres est étonnant, notamment même quand on relit un livre plusieurs années après l'avoir découvert, on va y relire des choses complètement différentes, et donc je suis curieuse de savoir s'il y a quelques ouvrages qui te viennent à l'esprit qui t'ont plus marqué que d'autres. Alors moi j'ai l'œuvre de Zola qui a énormément influencé ma vie. D'accord. Parce que j'ai découvert l'émotion dans les descriptions qu'il fait. Pour moi, c'est un génie du détail et de la description. Sûr. Voilà. Et donc ça a été pour moi une très très grande découverte littéraire quand j'étais jeune. Un livre en particulier de Zola? Moi, j'ai adoré L'Assommoir. Ok. Et j'ai adoré La Curée. Donc il y a cette partie description des caractères que je trouve
à la fois gênante, tant elle nous renvoie à nos travers, à notre bassesse d'humain, et en même temps le sublime des descriptions de Paris, et notamment du quartier de Monceau, un quartier dans lequel j'habite. Ça m'a fait aimer Paris et ça m'a fait voir Paris sous un autre angle. À partir du moment où j'ai découvert cette œuvre littéraire quand j'étais adolescente... Je comprends mieux pourquoi tu aimes autant l'architecture haussmannienne. Ah oui, mais c'est, si tu veux, j'ai été emportée par les mots. Une fois la lecture faite, j'ai levé la tête. J'allais à l'école à côté du parc Monceau, donc c'était facile, hein, j'étais déjà immergée dans le contexte. Et là, j'ai visuellement vu ce qui m'avait autant ému dans les textes. Dans les textes. Et donc, ça a été pour moi une espèce de choc littéraire et de choc esthétique. Donc ça a été fondamental pour moi et dans mon parcours. Cette musicalité dans la description, ce truc qui t'enveloppe et qui t'embarque et tu vis l'instant en fait. Tu vois la grappe de raisin sculptée sur une façade sur une corniche. Enfin c'est Mais d'ailleurs, j'incite les personnes qui nous écoutent à relire du Zola, du Balzac, tous ces auteurs qu'on lit trop jeunes, honnêtement, qu'on lit quand on ne les comprend pas, et quand on les relit à 30 ans, 40 ans, on les redécouvre entièrement. Moi, je sais que je me suis replongée dans, pas vraiment Zola, mais tu vois, tu me donnes envie, plutôt dans Balzac, et franchement, c'est une écriture sublime, et puis, dans l'occurrence Balzac, au niveau psychologique, aussi extrêmement intéressant, la manière dont il va aborder le cheminement psychologique de l'ambition, notamment professionnelle. Donc, je trouve que c'est des livres qui méritent vraiment d'y replonger un petit peu plus tard, en réalité. Et moi, j'ai relu quasiment tous les Rougeau-Macquart il y a 2 ans, les uns à la suite des autres. Dans l'ordre. Et l'émotion était la même face à des mots sublimement choisis. Et effectivement, le recul de l'expérience, quelques années de plus, te font voir des facettes et des facettes supplémentaires en fait dans les personnages qui font écho effectivement à tout. Enfin, c'est très contemporain malgré tout. Donc ça pour moi ça a été une œuvre majeure dans mon parcours. Et après j'ai adoré l'Iliade et l'Odyssée parce que ça m'a fait voyager. Je trouve que le personnage d'Ulysse est remarquable et dans l'Iliade et l'Odyssée, il pleure très souvent. Il a toujours la larme à l'œil. Les personnages masculins sont très sensibles et j'ai adoré cette grande différence culturelle et de constater cette grande différence culturelle entre le héros absolu et l'autorisation de l'homme à pleurer. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout noté quand j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée quand j'étais enfant, adolescente. Et je l'ai relu il y a, je dirais, 5-6 ans. Pendant le confinement, donc il y a 5 ans. Et je me suis dit, mais en fait, ce personnage pleure tout le temps. Cet homme qui est la puissance masculine par excellence s'autorise à pleurer. C'est bien qu'on a un conditionnement social qui interdit qui interdit aux hommes de pleurer. Et ça, j'ai trouvé ça génial, de pouvoir être à la fois très fort et très sensible. Et puis par ailleurs, il est plus fort parce qu'il est intelligent et rusé. Oui. C'est Ulysse aux 1000 ruses, que parce qu'il est physiquement fort. Donc ça aussi, c'est une vision du héros, effectivement, qui est très moderne quand on y pense. Exactement. Mais cette grande sensibilité m'a convaincue que c'était très important de laisser aller ses émotions, de s'autoriser
les accueillir et à ne pas les rejeter. Bénédicte, je te remercie pour tout ce que tu as pu partager avec nous. C'était généreux, je pense que c'était authentique, c'était à ton image, c'était détaillé, c'était précis, comme toujours, avec de très beaux mots bien choisis. Donc je t'en remercie 1000 fois. Pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie d'en savoir plus sur toi, de te suivre, je pense que le plus simple c'est de te suivre sur Instagram, n'est-ce pas ? Peut-être de te contacter aussi. Oui, mon mail est associé à mon compte Instagram, donc c'est très facile de m'envoyer un mail. Formidable. Et alors, pour terminer, est-ce que à l'aune de tout ce qu'on s'est dit, de cette conversation passionnante, tu as un dernier message que tu souhaiterais faire passer à notre audience ? Alors moi, le message qui me tient à cœur, vraiment, c'est que rien n'est impossible. C'est ce que je dis à ma fille, et c'est ce que je dis sur Instagram, et c'est ce que je dis à mes amis. C'est que tout peut être réalisable et réalisé dès lors que l'on s'en donne les moyens. Et j'ai vraiment envie de donner, en fait, oui, aux auditeurs, ou en tout cas aux gens qui m'écoutent sur le podcast ou sur Instagram, cette idée que ils ont le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir sur leur vie professionnelle, le pouvoir d'agir sur leur beauté, leur wellness, leur bien-être, leur état d'esprit. On est vraiment maître de notre vie, et c'est une immense chance, c'est une immense richesse, et voilà. Et ça, être conscient de notre force et insuffler un peu de cette force et de cet élan aux gens me tient vraiment à cœur. Voilà, rien n'est impossible. Je crois que c'est le meilleur mot de la fin que tu pouvais choisir. Merci une fois, Bénédicte. Merci à toi, Pauline.